Économie le max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le soulagement en Grèce au lendemain de l'accord trouvé entre Athènes et ses créanciers. Un feu vert pour un prêt supplémentaire qui pourrait dépasser les 8 milliards d'euros. 2014 sera-t-elle l'année de la sortie de crise et du retour de la croissance? On en parle avec Céline Antonin. Et puis, un pays, deux monnaies. À Cuba, c'est un système pour le moins étrange qui prévalait depuis 20 ans. La conséquence de la chute de l'Union soviétique et du renforcement de l'embargo américain. Mais aujourd'hui, la Havane prône l'unification monétaire. Un défi pour une économie fragile, voire aux abois. C'est ce qu'on verra dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence par un point sur l'essentiel de l'actu économique du jour. Et à la une, toujours cette tension entre l'Occident et Moscou au lendemain du rattachement de la Crimée à la Russie. La Crimée, on le disait hier, qui adoptera officiellement le mois prochain la monnaie russe, le rouble. Fini donc l'Arvinia ukrainienne, une transition qui n'est pas sans provoquer des inquiétudes au sein de la population. Certains redoutent d'y perdre au change. J'ai 58 ans et pendant toutes ces années, j'ai déjà vécu plusieurs inflations, plusieurs référendums et de nombreux changements monétaires. Si on passe tout de suite au rouble, je pense que ça ira mal. Il n'y a rien à craindre. On dit que les banques sont fermées. Il y a juste une réorganisation de notre banque. Tous les clients doivent passer au rouble. On va travailler selon la législation russe. Des informaticiens travaillent actuellement sur ces changements. Et nous sommes à la veille d'un sommet européen sur de nouvelles sanctions contre les intérêts russes. Alors hier, Vladimir Poutine a dénoncé ce qu'il nomme un comportement grossier et irresponsable des Occidentaux. Les sanctions contre certains hauts responsables russes annoncées lundi à Bruxelles et Washington restent pour l'heure plutôt symboliques. Elles ont même fait rire parfois à Moscou. Mais pour certains experts, ces mesures inédites depuis la fin de la guerre froide ne sont qu'un premier coup de semonce. Et c'est l'isolement qui guette peut-être le Kremlin. La peur de sanctions produit déjà ses effets. Je n'ai pas de rapport de première main, mais il y a des rapports dans les médias sur la capacité des banques russes à emprunter, ce qui, du coup, affecte la capacité des investisseurs à investir dans l'économie russe pour soutenir la croissance. Or, c'était l'une des priorités de l'administration Poutine. Et au Japon, la priorité est plutôt aujourd'hui à la lutte contre les déficits commerciaux. Tokyo a affiché en février son 20e mois consécutif de déficit commercial. Il s'est aggravé de 3,5% sur un an pour une balance commerciale dans le rouge à hauteur de 5,5 milliards d'euros. Alors mêmes effets, même cause, la facture énergétique toujours astronomique depuis la fermeture des réacteurs nucléaires, conjuguée au faible niveau du yen, en partie volontaire, qui gonfle les tarifs des importations. C'est la plus longue série de déficits commerciaux en 35 ans pour le Japon. Et non loin de là, à Taïwan, ce sont près de 200 étudiants qui ont occupé ce mercredi le Parlement à Taipei pour protester contre un traité de libre-échange avec le voisin chinois. Un projet qu'ils jugent inéquitable et qui vise à réduire les tarifs douaniers. Il a été validé en début de semaine. Ces étudiants sont déterminés à empêcher sa ratification. Nous exigeons du président du Parlement qu'il déclare clairement que la décision prise hier par le comité interne est invalide. Et nous demandons au président Ma Ying-jeou de venir ici en personne pour répondre aux demandes des gens. Voilà, et Pékin, on le signale, un premier partenaire commercial aujourd'hui de Taïwan, malgré des relations politiques assez complexes. Allez, un mot de l'économie israélienne avec ce nouveau record pour les start-up et les entreprises du pays, 6,45 milliards de dollars. C'est la somme qu'ont dépensé l'an dernier des sociétés étrangères pour acquérir des entreprises israéliennes, plus 20% par rapport à 2012. Et on se souvient parmi elles de la vente de Waze à Google pour près d'1 milliard de dollars. Autre chiffre, celui des sommes levées par un peu plus de 600 entreprises israéliennes de high-tech, 2,3 milliards de dollars, un montant jamais vu depuis l'an 2000. Des données publiées par PwC Israël et un dynamisme qui pourrait se poursuivre cette année. En bref, en France, sachez que le conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën a confirmé tout à l'heure avoir choisi Louis Gallois pour succéder à Thierry Peugeot comme futur président du conseil de surveillance. Et puis la condamnation de Jérôme Kerviel a été confirmée par la Cour de cassation. L'ex-trader de la Société Générale est donc condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Mais en revanche, la plus haute juridiction française a annulé le versement des dommages et intérêts à hauteur de 4,9 milliards d'euros.
Enfin du tourisme et une 4e année consécutive de croissance pour le secteur au niveau mondial. Il a pesé en 2013 pour 9,1% du PIB de la planète, 7 000 milliards de dollars au total contre 6 600 milliards en 2012. Pour cette industrie du tourisme au mieux de sa forme donc, une croissance annuelle de 6% portée notamment par les pays émergents et à la clé 266 millions de personnes employées directement par ce secteur du tourisme. Le gouvernement grec n'a qu'un seul leitmotiv, la sortie de crise. Alors le soulagement était perceptible hier à Athènes à l'issue d'une réunion avec la Troïka des créanciers du pays. 6 mois de négociations plus dures que jamais selon le Premier ministre Samaras pour enfin une nouvelle tranche d'aide, la dernière peut-être, qui devrait atteindre 8,5 milliards d'euros. La Grèce a-t-elle définitivement rassuré? Le FMI, Bruxelles et la BCE ont fait le point avec Johanna Citruc. Il aura fallu 6 mois de négociations. Mardi, la Grèce a conclu un accord avec la Troïka pour lui permettre de débloquer la prochaine tranche du plan d'aide international auquel elle a dû recourir pour éviter la faillite. Au total, un soutien de 130 milliards d'euros accordé au pays en 2012. Les versements avaient été interrompus à plusieurs reprises en raison notamment de désaccords sur les nouvelles économies budgétaires à engager. Les longues négociations avec la Troïka se sont achevées avec succès. Quand certains doutaient des résultats économiques ou ont essayé de les dissiper, ce gouvernement, uni, a réussi sa mission, sortir le pays de la crise. Une crise qui aura fait chuter le PIB grec de 24% sur la période 2008-2013. Mais la récession semble toutefois avoir touché le fond et désormais, l'optimisme est de retour. En 2014, les investissements et les exportations devraient redécoller et la croissance pourrait atteindre 0,6% pour l'année. Cette inspection, cet examen a été très difficile, le plus difficile jusqu'à présent. Je crois qu'au cours de ces derniers mois, nous avons vraiment réussi à renforcer notre économie, mais aussi à réaliser beaucoup d'autres choses. Le montant de cette nouvelle tranche d'aide n'a pour l'heure pas été précisé, mais elle devrait permettre à Athènes de clôturer un emprunt obligataire de plus de 9 milliards d'euros, dont l'échéance arrive fin mai. Voilà, alors reste encore à finaliser cet accord de principe, mais le signal en tout cas est positif pour cette économie grecque sinistrée par la crise. Céline Antonin est avec nous en liaison depuis Paris, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à l'OFCE, à Sciences Po Paris, spécialiste de l'eurozone. Alors est-ce qu'on peut dire d'abord qu'Athènes récolte finalement avec cet accord les fruits de ces mesures d'austérité ? Oui, alors clairement, Athènes a fait beaucoup de mesures d'austérité, donc c'est un moyen effectivement. Enfin, cet accord montre que les créanciers internationaux ont été sensibles justement aux efforts qui ont été faits par la Grèce. Alors pour autant, on l'a quand même rappelé, c'est vrai que ça a été des mois, 7 mois très difficiles de négociation. Donc finalement, ce qui a, fait pencher surtout la balance, c'est que Athènes a réussi à dégager un excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire qu'en fait, avant le paiement des intérêts, finalement, ils étaient en surplus budgétaire en 2013. Donc ça a considérablement permis aux négociations d'aboutir. Donc c'est essentiellement ça. Après, pour autant, il reste quand même un certain nombre de facteurs de risque et qui ont été soulignés d'ailleurs par les observateurs de la Troïka. Ouais, donc il y avait quand même des résultats. Et à quoi vont servir ces probables 8,5 milliards d'euros, à part la réduction de la dette obligataire? On peut croire le gouvernement qui promet 500 millions en faveur des démunis? Alors en fait, c'est surtout l'excédent primaire qui a été réalisé en 2013 qui va sans doute, ces 3 milliards d'excédents qui vont sans doute permettre de faire quelques actions, en tout cas pour montrer que le gouvernement ne reste pas insensible, à la situation des plus défavorisés. Donc il a effectivement annoncé 500 millions d'euros qui seraient débloqués pour les Grecs les plus pauvres, également une aide aux sans-abri, des remboursements de dettes aussi au secteur privé, puisque le secteur public a accumulé un certain nombre de créances sur le secteur privé. Alors pour autant, la Troïka justement a quand même mis des conditions et a dit que tout cet argent éventuellement excédentaire devait servir avant tout à moderniser l'économie, à libéraliser l'économie. Donc on voit qu'il reste encore pas mal de choses à faire et moi je suis encore très sceptique quant au fait que cet argent serve vraiment à aider les plus pauvres. Je pense qu'il va essentiellement servir à appliquer encore un certain nombre de mesures comme de simplifier les procédures de licenciement, enfin en tout cas de permettre au marché du travail d'être plus libéral et justement. Donc je pense que
ces mesures ça va être essentiellement les mesures de la Troïka qui vont être appliquées et pas encore véritablement des baisses d'impôts ou ce genre de mesures. On va rester dans l'austérité. Toujours de la rigueur. Mais vous partagez quand même l'optimisme du gouvernement grec quant au retour de la croissance dès cette année peut-être. Les ingrédients sont réunis d'après vous ? Alors, je suis un petit peu plus mitigée et un peu moins optimiste. Bon, même si la situation, on voit des améliorations, on voit que les exportations se sont bien tenues en 2013, donc ça c'est plutôt positif, que l'investissement a moins baissé que les années précédentes. Pour autant, moi, j'attends pas vraiment un retour de la croissance. En 2014, j'attendrai plutôt, je dirais, une croissance nulle et un retour de la croissance en 2015, parce qu'il faut quand même rappeler que la Grèce a encore des objectifs budgétaires à tenir, et pour ce faire, elle va de toute façon devoir un petit peu poursuivre l'austérité. Donc même si cette austérité est moins forte, elle n'est pas inexistante. Donc disons que la Grèce a peut-être touché le fond, mais elle n'est pas encore totalement remontée à la surface. Donc je crois qu'il va y avoir encore, en tout cas, des quelques mois qui vont être de convalescence qui vont être encore difficiles. Merci Céline Antonin d'avoir répondu à nos questions. On veut croire en tout cas que le plus dur est passé pour la Grèce. Et on s'intéresse maintenant à Cuba, une république socialiste et un système monétaire unique au monde. Depuis 20 ans, 2 monnaies coexistent sur l'île. Le peso cubain sert au paiement des salaires et à l'achat de biens produits localement. Le peso convertible, aligné lui sur le dollar, est utilisé par les touristes et pour les transactions internationales. Le gouvernement veut désormais unifier les deux, une manœuvre risquée comme nous le démontre Anthony Lesme. Cuba veut changer son système monétaire. Depuis 20 ans, le pays communiste utilise 2 monnaies. La première, le peso CUP, est utilisé pour le paiement des salaires et les marchés locaux. La deuxième, le peso convertible, sert pour tous les échanges d'import-export et le tourisme. Cuba veut fusionner les 2 monnaies en une. Cette réforme voulue par Raúl Castro est selon les spécialistes un énorme défi dans un pays à l'économie moribonde. La fin de la double monnaie qui passera par une dévaluation va forcément provoquer un choc. Il n'y aura pas de bénéfices à court terme, mais plutôt de l'inflation. Et les bénéfices ne seront qu'à moyen terme. C'est bien cette inflation qui fait peur à une population toujours étranglée par l'embargo américain et des réformes qui se font attendre. La quasi-totalité de l'économie est toujours dans les mains de l'État et la plupart des prix sont fixés par le régime. Reste que cette réforme pourrait dans le futur alléger les échanges commerciaux. Beaucoup de gens vont profiter de cette étape pour changer leur argent en dollars américains ou en euros, car ce sont 2 monnaies qui sont toujours importantes, des valeurs sûres sur le marché monétaire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas dans mon cas si je vais échanger mon argent pour de la monnaie nationale. Les experts admettent qu'ils ne sont pas sûrs de savoir comment le gouvernement va procéder, ni comment Raúl Castro va garantir sa promesse de ne pas créer de difficultés supplémentaires pour 11 millions de Cubains. Ouais, peut-être un saut vers l'inconnu pour Cuba. On va passer, nous, au Media Watch. La revue de presse, et on va reparler de la Grèce, car là-bas, s'il y a bien un secteur qui a échappé plus ou moins à la crise, c'est celui de la pharmacie. Johanna Citruc est avec nous, bonjour. Bonjour David. Alors la Grèce est le pays qui compte le plus de pharmacies par habitant en Europe. Oui, c'est une information du site internet Quartz. Il y a en Grèce 97 pharmacies pour 100 000 habitants. C'est presque 2 fois plus qu'en Belgique et qu'en Espagne, où il y a 46 officines pour 100 000 personnes. Et en France, c'est un petit peu en dessous, seulement 35 pharmacies pour 100 000 habitants. Et pourquoi autant de pharmacies en Grèce? Comment ça se justifie? Alors la raison, c'est que la marge des pharmacies grecques est la plus élevée d'Europe. Être pharmacien en Grèce, c'est un métier plutôt rentable, et tout ça grâce à une réglementation plutôt stricte en matière de pharmacie. La distribution des médicaments est limitée, les horaires d'ouverture et de fermeture sont contrôlés. Chaque pharmacien ne peut ouvrir qu'une officine, ne peut posséder qu'une officine, et c'est un des rares pays qui fixe en fait le prix des médicaments au niveau national, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays, dans la plupart des pays européens. En France notamment, le prix peut passer du simple au double et parfois même du simple au triple d'une pharmacie à une autre. Et pourtant, cette réglementation grecque pourrait changer bientôt. Alors oui, la Troïka, donc, qui est composée de la BCE, de la Commission européenne et du FMI, voudrait en fait que la Grèce assouplisse cette législation, notamment que les médicaments puissent être vendus ailleurs que dans les pharmacies, dans les supermarchés par exemple. Mais les pharmaciens estiment que ça pourrait faire fermer plusieurs établissements, un certain nombre d'établissements, et s'il y a fermeture, il y aura forcément perte d'emploi, et c'est pas souhaitable pour un pays qui a déjà un taux de chômage de 28%. Donc, mais comme c'est en fait la Troïka qui aide le pays financièrement en ce moment, là, Athènes risque de ne pas avoir le choix. Johanna, on parle technologie. Google lance aujourd'hui en France son Chromecast. Alors de quoi s'agit-il? Alors visuellement, le Chromecast, ça ressemble un petit peu à une clé USB, mais en fait, il s'agit d'un adaptateur qui permet, grâce au Wi-Fi, de visualiser
diffuser le contenu à la fois de son smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur sur sa télévision, et le tout pour 35 €. Alors selon Google, l'objectif c'est de faciliter la vie des utilisateurs, mais officieusement c'est probablement aussi pour concurrencer l'Apple TV, qui est un adaptateur un petit peu similaire mais sous forme de boîtier et qui a rapporté à la marque $1 milliard en 2013, et Amazon devrait lui aussi sortir un boîtier similaire d'ici juillet pour accéder aux films et aux séries en streaming sur le site. Et on parle de consommation pour finir. Un Français sur deux, Johanna, voudrait réduire ses dépenses alimentaires. Oui, 49% des Français, près d'un Français sur deux voudrait réduire leurs dépenses alimentaires en 2014. Pour 80% des Français, le prix est l'élément le plus important même que la qualité. Ce budget, il est actuellement à 389 € par mois. Il était à 396 € par mois en 2013, donc il a déjà un petit peu diminué. Et pour économiser, les Français ont plusieurs techniques, plusieurs solutions, comme cuisiner les restes, privilégier des produits en promotion ou encore acheter des marques de distributeurs plutôt que des grandes marques. Ouais, pour faire des économies. Merci Johanna, et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain avec entre autres une importante réforme au niveau de l'immobilier en Israël. Restez avec nous, l'information continue.